4 petites filles, une vérité oubliée. On y découvre Pierre, son retour à Montfaucon, le manoir de sa grand-mère, et surtout, ce qu'il trouve dans le grenier. Le grenier aux échos. La pluie tambourinait contre le pare-brise, rythmant le silence pesant de l'habitacle. Pierre fixait la route sinueuse qui s'enfonçait entre les arbres noirs et détrempés. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'était pas revenu à Montfaucon, depuis l'enterrement. Depuis qu'il avait promis de ne jamais remettre les pieds dans ce village figé dans les murmures et les secrets. Il gara sa voiture devant le vieux manoir familial, une bâtisse de pierre grise aux volets clos, semblable à un mausolée de souvenirs. La clé crissa dans la serrure. L'odeur familière de cire ancienne, de poussière et de bois humide l'envahit aussitôt. Tout était resté en place. Le fauteuil en velours grenat, les cadres jaunis, le tic-tac régulier de l'horloge du salon, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais Pierre n'était pas là pour renouer avec les fantômes de son enfance. Il gravit les escaliers jusqu'au grenier, sa main glissant sur la rampe usée. La porte gronda en s'ouvrant, libérant une bouffée d'air sec et moisi. Le grenier était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lumière pâle qui perçait à travers une petite fenêtre embuée. Des toiles d'araignée pendaient entre les poutres et les boîtes s'empilaient, certaines à moitié ouvertes, d'autres ficelées avec des rubans fanés. Il chercha une vieille malle dont sa grand-mère lui avait vaguement parlé. Les souvenirs de la tragédie, avait-elle soufflé un jour, le regard perdu. Il la trouva au fond de la pièce, recouverte d'une couverture en laine rongée par le temps. Ses doigts tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur, des journaux, des carnets et au sommet, une photographie noir et blanc. 4 fillettes d'environ 8 ou 9 ans y posaient côte à côte dans une clairière. L'une portait une robe à carreaux, l'autre tenait une poupée. Les 2 dernières se tenaient par la main. Leur regard semblait briller à travers le temps. Mais ce qui glaça Pierre, c'était l'arrière de la photo. Un mot griffonné au crayon, presque effacé. « Souviens-toi ». Son cœur se serra. Il connaissait ces visages. Il les avait vus enfant, dans les coupures de presse, dans les pleurs des habitants, dans les silences trop lourds des adultes. Élise, Anna, Clémence, Lila, les 4 petites filles disparues en 1995. Et là, dans ce grenier oublié, quelque chose venait de se réveiller. Le dossier scellé. Le bois de la malle craqua à nouveau sous le poids des souvenirs libérés. Pierre retira délicatement la photo et plongea les mains dans le tas de papier, effleurant des enveloppes jaunies, des carnets au cuir craquelé et des coupures de journaux au bord effiloché. Chaque pièce semblait fragmenter un passé qu'on avait tenté de recoller à la hâte. L'un des carnets attira son attention. Noir, sans titre, fermé par un ruban. Il le délia doucement, sentant une vague de tension remonter le long de sa nuque. À l'intérieur, des notes manuscrites serrées, pas celles d'un enfant, plutôt celles d'un adulte. Une plume nerveuse, parfois raturée, parfois précise. L'écriture d'un homme en colère ou en proie au doute. 31 octobre 1994. Il sait. Il m'a menacé de tout révéler si je continue à poser des questions. Le maire veut étouffer cette affaire. Ils ont scellé le dossier à la mairie. Interdit d'y toucher. Le sang de Pierre ne fit qu'un tour. Il lut la phrase 3 fois. Le maire, il continua, Clémence m'a dit que la cabane au bord du lac n'était plus sûre, qu'un homme venait la nuit. Pourquoi n'ai-je rien fait? Pourquoi ai-je laissé faire? Les mots s'arrêtaient là, tremblants. La page suivante était vide. Pierre se leva d'un bond, le carnet à la main. Le parquet grinça sous ses pas précipités. Il descendit au salon, attrapa son sac et y glissa l'objet précieusement, comme une pièce à conviction. Son regard glissa vers l'ancienne pendule au-dessus de la cheminée. 18h45. Le bureau du maire fermait à 19h. Il n'avait que peu de temps, mais il savait que quelque chose d'essentiel était gardé là-bas. Un dossier, un secret, une preuve. Sous une pluie fine qui s'était remise à tomber, il traversa les ruelles étroites de Montfaucon, où les réverbères diffusaient une lumière tremblante. Les rideaux se baissaient sur son passage, les regards fuyaient. Il était revenu, et le village s'en souvenait. Arrivé devant la mairie, il gravit les marches 2 à 2. À l'intérieur, la secrétaire était en train de fermer le classeur de l'accueil. « Monsieur !» « Morel ?» lança-t-il le souffle court. « J'ai besoin de parler au maire, c'est urgent. » « Il »
Il est dans son bureau. Mais je ne suis pas sûr qu'il... C'est une question de vérité. Et de justice, répondit Pierre d'un ton plus ferme qu'il ne l'aurait cru. La secrétaire, visiblement hésitante, finit par céder et désigna la porte au fond du couloir. Il toqua. Une voix grave répondit « Entrez ». Le maire, Jacques Lemoine, leva les yeux de ses papiers. Il avait vieilli, mais ses yeux, eux, restaient aussi tranchants qu'à l'époque. « Pierre, voilà une surprise. Je croyais que tu avais juré de ne jamais revenir. » Pierre s'approcha du bureau sans s'asseoir. « J'ai retrouvé quelque chose. Un carnet. Il parle d'un dossier que vous auriez fait sceller en 1995, après la disparition des 4 filles. Je veux le voir. » Un silence s'installa, dense, inquiétant. Puis, calmement, le maire se leva, fit lentement le tour du bureau et ferma la porte à clé derrière lui. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de remuer, Pierre. Le secret du dossier. Tu ne sais pas ce que tu es en train de remuer, Pierre. » Jacques Lemoine referma doucement la porte derrière lui, verrouillant la pièce d'un geste lent, presque cérémonial. Pierre sentit son estomac se nouer. Pas de panique. Il connaissait cet homme depuis l'enfance. Il avait assisté à ses discours, mangé à sa table, cru en son image de patriarche rassurant. Mais ce soir, son regard ne trahissait aucune chaleur. « Je sais que tu as conservé un dossier sur la disparition des filles, lança Pierre en sortant le carnet. Et je sais que ce dossier n'a jamais été communiqué aux enquêteurs après 1995. Le maire jeta un œil rapide au carnet sans paraître surpris. « Ce carnet appartenait à l'institutrice de l'époque, murmura-t-il. Madame Baudin. Elle s'est donné la mort 1 an après les faits. On l'a retrouvée au bord du lac, là où les filles aimaient jouer. Pierre sentit un frisson lui glacer la nuque. Elle écrivait que tu avais menacé de faire taire ceux qui cherchaient trop loin. Pourquoi ? Le maire s'approcha, lentement, et s'assit derrière son bureau. Il ouvrit un tiroir. Pendant un instant, Pierre crut qu'il allait sortir une arme. Mais non, un dossier cartonné, épais, recouvert de poussière. « Tu veux connaître la vérité ? Très bien. Tu la cherches depuis longtemps, de toute façon, autant que tu saches à quoi elle ressemble, quand elle pourrit. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos d'époque, des lettres anonymes, des rapports jamais transmis aux gendarmes. Certaines pages étaient maculées d'encre, d'autres annotées à la main. Le soir de leur disparition, les 4 filles n'étaient pas seules. Il y avait quelqu'un d'autre, un garçon, un habitant du village. Mais son nom n'a jamais été divulgué. Sa famille était influente, très influente. Pourquoi avoir tout caché ? Pourquoi ne pas avoir laissé la justice faire son travail ? Jacques Lemoine secoua lentement la tête, parce que la vérité n'intéressait plus personne. Les gens voulaient une histoire qu'ils pouvaient accepter. Un drame, un mystère, mais pas un scandale. Pas ce genre de vérité. Il referma le dossier. Je t'en ai trop dit. Si tu veux aller plus loin, cherche la mère de Clémence. Elle vit toujours ici. Elle t'aidera ou elle t'empêchera d'avancer. Mais une chose est sûre, Pierre, fais attention. Ce village a enterré bien plus que des enfants. Pierre prit le dossier sans demander la permission. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de peur. Juste une certitude froide. Il irait jusqu'au bout. Le visage d'Élise. Le miroir de la salle de bain renvoya son image comme un reproche. Élise ferma les yeux, respira, longuement. Même à 40 ans, elle portait encore ce regard de petite fille perdue. Les traits étaient plus durs, la peau plus pâle, mais dans ses yeux bleus, il y avait ce vertige, celui qu'on ressent en se tenant trop près du bord d'un souvenir. Cela faisait 20 ans qu'elle n'avait pas prononcé les prénoms de Clémence, Anna, Lila. 20 ans depuis la nuit du lac. Elle vivait aujourd'hui à 2 villages de Montfaucon, seule, infirmière de nuit, pas de mari, pas d'enfant. Des silences comme seul héritage. Mais depuis une semaine, les rêves étaient revenus. Le même lac, la même voix. Ne le dis à personne, sinon ils disparaîtront tous. Elle ouvrit un tiroir de sa commode et en sortit un vieil album au bord rongé par le temps. Elle ne l'ouvrait jamais. Mais ce matin, quelque chose l'y poussait. Page après page, des visages, des rires, des jeux d'enfants dans les bois. Puis, sur la dernière page, une photo qu'elle avait glissée là en cachette. Les 4 filles, toutes souriantes. Sauf elle. Elle s'en souvenait désormais. La robe mouillée, le hurlement dans la forêt. Le visage de Clémence livide avant de courir, le bruit sourd, le silence, l'oubli. Une larme roula sur sa joue. Le téléphone sonna. Elle sursauta.
Elle hésita avant de décrocher. « Allô » une voix grave répondit, tendue, directe. « Élise, c'est Pierre. Pierre Landry. Je suis à Montfaucon. J'ai besoin de te parler. » Un long silence s'installa. « Tu as trouvé la photo, n'est-ce pas » demanda-t-elle finalement, d'une voix presque éteinte. « Oui, et un carnet. Je crois que tu détiens une partie de la vérité. » « Non, Pierre, pas une partie. » Elle regarda à travers la fenêtre embuée, vers la lisière des bois. « Je crois que je suis la seule encore en vie à connaître toute l'histoire. » Café des silences. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement. Pierre entra dans le petit café de la place du marché, un endroit figé dans le temps. L'enseigne Le Lys bleu pendait mollement au-dessus de la vitrine embuée, et à l'intérieur, tout semblait trembler au rythme d'un vieux ventilateur au plafond. Il la vit tout de suite, assise au fond, près de la fenêtre. Élise. Ses cheveux châtain clair tirés en chignon, son regard fuyant, ses mains crispées autour d'une tasse fumante. Elle avait l'air d'une survivante, belle mais brisée. Il s'approcha. « Bonjour » dit-il simplement. Elle hocha la tête. Pas de sourire. Il s'assit en face d'elle. Le silence se tendit comme une corde entre eux. « Tu ressembles à ton père » murmura-t-elle finalement. « Et toi, tu ne ressembles plus du tout à l'enfant que j'ai connu. » Elle releva les yeux, un éclair d'amertume. « C'est parce que cette enfant est morte, Pierre, ce soir-là, avec les autres. » Il ne répondit pas. Il savait que le moment était fragile. Il posa le carnet sur la table, doucement. « C'est ce qui m'a amené à toi. » Elle baissa les yeux vers l'objet, puis reposa sa tasse. « Madame Baudin !» Elle savait, mais elle avait trop peur de le dire. « De dire quoi, Élise ?» Elle inspira profondément. Ses doigts jouèrent nerveusement avec la cuillère. Ce soir-là, on n'était pas censé être au lac. On avait menti. On devait aller dormir chez Anna. Mais elle avait fait une idée. Une bêtise. Elle avait dit qu'elle avait vu quelqu'un rôder près de la vieille cabane, qu'il fallait enquêter, faire comme dans les livres d'aventure. Son regard s'éteignit un instant. On y est allé, à 4 vers 21 heures. On riait encore. On se croyait invincible. Puis tout a changé. Pierre se pencha légèrement. Le silence du café se fit plus dense autour d'eux. « Qu'est-ce que vous avez vu » Élise se mordit la lèvre longtemps. Puis, comme si elle ouvrait une plaie, un homme, grand, avec un manteau sombre. Il était déjà là. Il nous a vus et il n'a pas fui. « Tu le connaissais » ? « Non, pas sur le moment. Mais après. » Elle déglutit. Il a d'abord parlé calmement. Il a dit qu'il était là pour veiller sur la cabane, qu'il fallait partir. Mais Anna lui a tenu tête. Elle a crié. Alors il s'est approché. Il l'a saisie. Pierre sentit sa gorge se serrer. Et ensuite ? Ensuite, c'est flou. Je crois que Lila a couru. Clémence m'a prise par la main. Il y a eu un coup. Quelqu'un a crié. Et puis, plus rien. Un trou noir. Un silence. Puis, je me suis réveillé au bord du lac. Seul. Trempé. Le soleil se levait, et je n'ai plus jamais revu mes amis. Elle essuya une larme rapidement du revers de la manche. Je n'ai jamais osé raconter. Ma mère m'a dit de me taire, que je devais oublier, que je devais survivre. Pierre sentit une colère sourde monter en lui. Tu te souviens de ce qu'il portait ? D'un visage ? D'un nom ? Elle ferma les yeux, murmura. Il avait une chevalière avec une gravure. Une lettre L. Pierre blêmit. Le Moire. Le nom gravé. Le soleil déclinait lentement derrière les toits de Montfaucon. La place du village s'était vidée, comme si les pavés eux-mêmes redoutaient ce que Pierre allait faire. Il marchait droit, le regard noirci par ce qu'il venait d'apprendre. Une chevalière, une lettre, elle. Il ne voulait plus de théorie, plus de silence. Il voulait une vérité nue, même s'il fallait l'arracher. La mairie était déjà fermée, mais la lumière du bureau du maire brillait encore au dernier étage. Il frappa fort, une fois, 2 fois. La poignée grinça. Il entra sans attendre. Jacques Lemoine leva les yeux de ses dossiers, visiblement surpris. « Encore toi ?» Pierre ne répondit pas. Il jeta la chaise au sol, fit un pas en avant. « Je veux que tu me dises ce qu'il s'est passé au bord du lac le 31 octobre 1995. » Le maire le fixa, calme. Trop calme. « Je t'ai dit ce que je savais. » « Non, tu m'as dit ce que tu voulais que je croie. Mais quelqu'un t'a vu. Un témoin, une des filles. Elle se souvient maintenant. De toi, de ta chevalière, de ton initiale. Un long silence. Puis Jacques Lemoine se leva lentement. « Élise, c'est ça ? Elle parle encore de ses hallucinations ? Ce n'est pas une hallucination, hurla Pierre. Elle t'a vu, elle t'a reconnu. Elle se souvient de ta main, de ton manteau, de la peur. Tu étais là.
Le maire contourna le bureau et referma les volets. Le bureau plongea dans une semi-obscurité étrange. « Tu crois vraiment que j'aurais pu faire du mal à ces enfants ? À Anna ? Elle était la filleule de mon épouse. Ce n'est pas ce que je crois qui compte, c'est ce que la vérité va révéler. Et crois-moi, je ne suis plus seul à chercher. » Jacques Lemoine croisa les bras, puis soupira. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger le village, pour éviter que des familles ne soient détruites. » « Tu ne peux pas comprendre. » Pierre s'approcha, les poings serrés. « Alors dis-le. Dis-moi ce que tu as fait. » Le maire ferma les yeux un instant comme s'il livrait une guerre intérieure. Puis il murmura. « Je n'étais pas seul, Pierre. Ce soir-là, j'étais là. Oui, mais pas pour les surveiller. J'étais venu chercher mon fils. C'est lui qui avait cette foutue chevalière. » Pierre recula, choqué. « Ton fils, Louis. Il avait 17 ans. Il avait des troubles. Il n'était plus le même depuis la mort de sa mère. Il s'isolait, passait ses nuits dehors. Il suivait les filles. Je l'ai su trop tard. Jacques s'effondra dans son fauteuil, les yeux rouges. Quand j'ai vu les fillettes fuir, il était là. Saisi par le cou de l'une d'elles, j'ai hurlé. Il a lâché prise, et j'ai vu dans son regard qu'il ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Pierre avait du mal à respirer. Où est-il maintenant ? Un silence de mort. Je l'ai envoyé loin. Une clinique spécialisée, à Genève. Il n'a jamais reparlé de cette nuit. Tu as étouffé une tentative d'enlèvement, peut-être pire. Et tu veux me faire croire que c'était pour le bien du village ? Le maire leva les yeux vers lui, las, usé. C'était pour que tout continue à fonctionner. Les élections, l'équilibre, les familles. Le silence, Pierre. Parfois, c'est la seule paix que certains peuvent se permettre. Pierre avança furieux. Pas pour moi, pas pour Élise. Pas pour les parents des filles disparues. La vérité va sortir. Je vais tout raconter. Il tourna les talons sans attendre de réponse. Mais alors qu'il ouvrait la porte, le maire ajouta « Si tu fais ça, tu feras de Montfaucon un village mort. Alors qu'il le devienne. Au moins il mourra les yeux ouverts. » Le retour au lac. La nuit était tombée sur Montfaucon, mais la lune pleine dessinait des ombres claires sur le sentier forestier. Le silence des bois n'était brisé que par le craquement de feuilles mortes sous les pas de Pierre et Élise. Ils n'avaient pas parlé depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Ce n'était pas le moment des mots, c'était celui des confrontations. Le sentier menait vers une clairière à moitié engloutie par la mousse, les herbes hautes et les souvenirs. Le lac était là, calme comme une toile figée, reflétant les branches tordues des arbres et les étoiles glacées au-dessus d'eux. Élise s'arrêta brusquement. « C'est ici. » Sa voix tremblait, mais son regard, lui, était d'une lucidité presque douloureuse. Il y avait un feu ce soir-là. Juste là, dit-elle en désignant un cercle de pierres à demi effondrées. Et la cabane. Ils s'avancèrent vers une vieille construction en bois noirci, à moitié dissimulée sous un enchevêtrement de lianes et de branches. Le toit était effondré par endroits, mais l'intérieur semblait encore accessible. Pierre dégagea un passage avec ses bras. « Laisse-moi passer devant. » Il alluma sa lampe de poche, un rayon pâle balaya la poussière et la pourriture. « Regarde là, » dit-il en désignant une cloison disjointe. « Il y a un double fond. » Il se pencha, força une latte avec un vieux morceau de métal rouillé, un couinement sinistre. Derrière, une petite cavité. Il y glissa la main. Et en ressortit une boîte en fer scellée par un cadenas rouillé. « On dirait une vieille boîte à biscuits, » murmura Élise. Pierre força le couvercle à l'aide d'un tournevis. À l'intérieur, un morceau de tissu enfantin, trempé et décoloré, une barrette rose et un carnet détrempé, à peine lisible. Élise chancela en voyant la barrette. C'était à Clémence. Je la reconnais. Elle la mettait toujours côté gauche. Pierre laissa échapper un souffle. Il tenait là quelque chose, une trace physique, concrète, une pièce que personne n'avait retrouvée ou voulu retrouver. « Si la boîte a été cachée ici, c'est que quelqu'un est revenu après les faits, dit-il, pour dissimuler ce qu'il restait. Peut-être même pour se débarrasser de preuves. Ou pour se protéger, murmura Élise. Peut-être que quelqu'un voulait que ça soit retrouvé un jour. Pas tout de suite, mais pas complètement effacé non plus. » Elle s'agenouilla, passa les doigts sur le tissu trempé. « Je ne veux plus avoir peur, Pierre, on doit aller au bout. On doit savoir ce qu'il s'est passé après que je me sois évanoui. » Pierre hocha lentement la tête. « Et on va le découvrir. Ensemble.
Mais alors qu'ils se relevaient, un bruit dans les feuillages, derrière eux. Un craquement, puis un autre. Quelqu'un était là. Pierre braqua sa lampe dans la direction du bruit. Rien. Le silence à nouveau, oppressant. Mais ils n'étaient plus seuls. Les dossiers du silence. Le moteur de la voiture ronronnait faiblement alors qu'il descendait la côte vers Montfaucon. Pierre conduisait les mâchoires serrées, les yeux rivés sur la route. À ses côtés, Élise gardait la boîte en fer sur ses genoux comme un trésor fragile, sacré. Aucun mot n'avait été prononcé depuis qu'ils avaient quitté le lac. Mais tout avait changé. Ils possédaient désormais la preuve matérielle d'un lien entre les filles et la cabane. Un objet intime appartenant à Clémence, un carnet. Des indices que personne n'avait jamais pris la peine de chercher, ou que certains avaient tout fait pour cacher. Arrivés chez Pierre, dans la vieille maison familiale, ils étalèrent les éléments sur la table de la cuisine. Le carnet de Madame Baudin, les coupures de presse, la barrette de Clémence, les pages délavées du carnet trouvé sous la cabane, le témoignage d'Élise. « Il faut agir maintenant, dit Pierre, la voix grave. Il faut qu'on rende tout cela public devant tout le monde. Plus de secrets, plus de portes closes. » Élise hocha la tête, déterminée malgré les cernes qui creusaient son visage. « Tu penses à quoi? Une conférence de presse? Non, mieux, une réunion au centre communal. Le village se rassemble tous les mois pour une assemblée publique. La prochaine est dans 3 jours. Je vais prendre la parole et exposer tout. Tu penses qu'ils te laisseront parler? Ils ne pourront pas m'en empêcher. Pas cette fois. » Il marqua une pause. « Et j'ai besoin que tu sois là, Élise, que tu racontes ce que tu as vu. » Elle resta silencieuse un instant. Puis, d'une voix posée, « Je serai là, même si je dois affronter les regards, même si je dois affronter ma mère. » Les jours suivants furent consacrés à trier, organiser, classer les éléments. Pierre contacta un ancien collègue journaliste à Paris pour qu'il vienne filmer, juste au cas où. Il imprima les documents, plastifia les photos, numérisa les pages abîmées du carnet. Il ajouta des extraits lisibles, soulignés en rouge. Il rédigea un discours, sobre, cru, inattaquable. Le soir venu, il se rendit chez Élise pour faire une dernière relecture. « Tout est prêt, dit-elle en refermant la boîte. Demain, on ne pourra plus reculer. Tu as peur? Bien sûr, mais c'est une peur différente. Ce n'est plus la peur de se souvenir. C'est celle de réveiller les autres. » Pierre regarda par la fenêtre. Au loin, les lumières de la mairie restaient allumées comme un œil qui ne dormait jamais. « Demain, le village saura, murmura-t-il. Un silence. Puis Élise répondit « Non, Pierre, demain, le village se souviendra. » L'assemblée, la salle communale de Montfaucon était pleine à craquer. Les bancs en bois grinçaient sous le poids des corps tassés. Les visages familiers, pâles, figés, s'échangeaient des regards inquiets. Les rumeurs avaient précédé l'événement. Le fils Landry va parler. Il a trouvé des preuves. Il veut faire tomber le maire. Au fond de la pièce, la grande pendule marquait 18h58. Pierre attendait derrière le rideau de la petite scène. Il entendait les murmures, les silences tendus, les respirations retenues. Élise était à ses côtés. Elle tremblait légèrement, mais tenait bon, comme une survivante en bout de course, prête à briser le cercle. À 19h précises, Jacques Lemoine entra, salua rapidement et s'assit en bout de table du conseil. Son regard croisa celui de Pierre. Il ne tenta même pas de cacher sa lassitude. Il savait. Le micro grésilla. La présidente de l'association des riverains prit la parole. « Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette réunion exceptionnelle. Ce soir, un ancien enfant du village, Pierre Landry, souhaite s'exprimer. Il a demandé à nous faire part d'éléments importants concernant une affaire ancienne, mais non résolue. Nous lui accordons ce temps. Écoutons-le dans le calme. » Pierre monta lentement sur scène, un épais dossier sous le bras. Il prit place devant le micro. « Bonsoir, dit-il d'une voix ferme. Je m'appelle Pierre Landry. Je suis né ici, à Montfaucon. J'ai quitté ce village il y a 20 ans. Le jour où 4 petites filles ont disparu, un frisson parcourut la salle. Clémence, Anna, Lila, Élise. Les regards se tournèrent brusquement vers elle. Elle ne bougea pas. Pierre reprit. Pendant 20 ans, les choses sont restées floues, inachevées. On a parlé de fugue, d'accident, d'amnésie. Mais rien n'a jamais été prouvé, et personne n'a jamais été inquiété. Il posa sur le pupitre la barrette rose de Clémence. Un murmure parcourut les bancs. Ceci a été retrouvé il y a 3 jours près du lac,
dans une boîte cachée sous la cabane, avec un carnet, des souvenirs, des noms, des détails, des voix qu'on a volontairement ignorées. Il brandit un feuillet plastifié, illisible pour les spectateurs, mais chargé de sens. Ce soir-là, les 4 filles n'étaient pas seules. Un homme était présent, et son identité a été protégée. Des souffles se coupèrent. Le maire, immobile, fixait Pierre sans ciller. Le responsable était un adolescent à l'époque, instable, connu, et son père, un homme respecté. Un homme qui siège dans cette salle. Un choc sourd. Des visages se tournèrent lentement vers Jacques Lemoine. Le maire se leva, lentement. « Je ne vous laisserai pas salir ma famille, Landry. Je ne salis rien. Je révèle ce que vous avez enterré. » Pierre sortit alors le carnet de Madame Baudin. Puis il regarda Élise, qui se leva à son tour. La salle retint son souffle. « J'étais là, dit-elle. J'ai vu ce qu'on a refusé d'entendre pendant 20 ans. » Un vieil homme au premier rang murmura. « C'est pas possible. » Élise le fixa droit dans les yeux. « C'est la vérité. Ce village a vécu dans le silence, dans le confort du mensonge. Mais moi, j'ai porté ce souvenir comme un poison. Il est temps que ça cesse. » Des exclamations éclatèrent. Une femme pleurait. Un homme se leva, furieux. D'autres demandaient des explications, criaient des noms. Et dans ce chaos soudain, Pierre planta ses yeux dans ceux du maire et lança. « Ce soir, Jacques Lemoine, je vous accuse publiquement d'avoir dissimulé un crime, d'avoir protégé votre fils au détriment de 4 enfants et de ce village tout entier. » Un silence écrasant s'abattit. Le maire s'essuya le front, puis, sans un mot, tourna les talons et quitta la salle. Le lendemain matin, Montfaucon ne se réveilla pas comme d'habitude. Le soleil perçait à peine les nuages, mais déjà, des voitures banalisées stationnaient devant la mairie. Des hommes et femmes en civil, porteurs de carnets, d'enregistreurs et de regards perçants, arpentaient les rues étroites. La gendarmerie avait été contactée dans la nuit même. Pierre, encore vêtu de la chemise froissée de la veille, ouvrit la porte de chez lui à un homme en veste sombre qui lui tendit sa carte. Commandant Lemoine. Section des affaires non élucidées. Vous avez du courage, monsieur Landry. Ou de la colère, répondit Pierre. Ils s'installèrent dans le salon. Nous avons vu l'enregistrement de la réunion, et nous avons reçu plusieurs témoignages cette nuit. Certains veulent parler, d'autres se sentent trahis. Mais une chose est certaine, vous avez déclenché quelque chose. À l'autre bout du village, Élise se tenait immobile devant la maison de sa mère. La porte s'ouvrit lentement. Une vieille femme, aux traits durs et aux yeux cernés, la regarda sans un mot. « Tu savais, » dit Élise simplement. « Je t'ai protégée, Élise. »« Non, maman. Tu m'as fait taire. » Elle lui tourna le dos et partit sans se retourner. Vers midi, les premiers journalistes arrivèrent. Des micros tendus, des flashs, des questions comme des balles. « Pierre, pensez-vous que le maire va être inculpé? Avez-vous la preuve que Louis Lemoine est le responsable? Pourquoi avoir attendu 20 ans? » Pierre restait calme, mais son visage trahissait l'épuisement. Il se contenta de dire « Ce que je veux, ce n'est pas un scandale, c'est la vérité, et qu'on rende justice aux filles qu'on a oubliées. » À la mairie, Jacques Lemoine n'était pas reparu. Son bureau était scellé. Son adjoint assurait l'intérim, visiblement dépassé par les événements. Un communiqué fut lu sur la place publique, lu par un conseiller tremblant. En raison des récentes révélations et des soupçons graves qui pèsent sur sa personne, le maire Jacques Lemoine se retire temporairement de ses fonctions. Une enquête complète est en cours. Le village entier semblait suspendu à un souffle. Certains habitants, autrefois alliés du maire, baissaient désormais les yeux. D'autres, longtemps silencieux, levaient la tête. Et partout dans les maisons, les boulangeries, les jardins, les discussions murmuraient le même mot. Enfin. Épilogue. Ce que disent les pierres. 2 ans plus tard, le printemps avait habillé Montfaucon d'une lumière douce et vibrante. Le village semblait respirer autrement, et comme s'il avait exhalé un long soupir retenu pendant des décennies. Sur la place centrale, les façades avaient été rénovées. Des enfants jouaient, des volets étaient grands ouverts. La mairie repeinte de neuf portait désormais une plaque discrète, en hommage à la vérité retrouvée. Jacques Lemoine avait été jugé, reconnu coupable de dissimulation d'éléments majeurs dans une affaire criminelle. Il purgeait une peine avec sursis dans une résidence surveillée, hors du département.
Son fils, Louis, interné depuis de longues années, avait fini par témoigner confus, incohérent, mais révélateur. Il n'avait pas tué, mais il avait effrayé, traqué, et provoqué une fuite tragique vers une forêt noire, où les corps de Anna et Lila avaient été retrouvés. Enfin, Clémence, elle, n'avait jamais été retrouvée. Mais Montfaucon avait cessé de chercher dans le silence. Ce jour-là, sur les hauteurs du village, une petite foule s'était rassemblée. Une stèle de granit blanc venait d'être posée près du lac. 4 prénoms gravés, une date et une phrase. Ce qui est oublié continue de vivre tant que quelqu'un s'en souvient. Pierre prit la parole. Il ne lut pas de discours. Il parlait simplement avec une voix claire, posée. Nous avons mis 20 ans à regarder dans les yeux ce que nous refusions de voir. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à effacer la douleur, mais à lui rendre sa place, sa justice, sa lumière. Il se tourna vers Élise, présente au premier rang, main posée sur le bras de sa mère, réconciliée à demi, unie par le deuil. Ces filles ne sont pas mortes dans l'oubli. Elles ont fait de nous des témoins, des gardiens, des passeurs de mémoire. Le vent agita doucement les fleurs déposées au pied de la stèle, puis dans un silence complet, les cloches de Montfaucon sonnèrent. 1, 2, 3, 4 fois, comme un dernier salut. Plus tard, Pierre, désormais journaliste d'investigation reconnu, rangea dans une enveloppe un exemplaire de son livre « 4 petites filles, une vérité oubliée ». Il l'adressa à Élise, accompagné d'un mot. « Merci d'avoir parlé. Merci d'avoir tenu bon. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble. Pierre. » Et quelque part, sous les arbres du vieux sentier, le vent dansait doucement. Peut-être un murmure, peut-être une paix, peut-être la mémoire rendue aux vivants.